Bienvenue dans cette quatrième et dernière partie de la correction du concours de médecine de 2022, partie qui sera consacrée à l'immunologie. A tout de suite. La partie immunologie comporte 4 questions Q9, Q10, Q19 et Q20. Voyons tout de suite le détail avec la question Q9. Parmi les suggestions suivantes, il y a 2 suggestions vraies concernant la reconnaissance de l'antigène. Première suggestion, LB reconnaît le déterminant antigénique après sa présentation par les CPA à travers le CMH1. Deuxièmement, LT4 reconnaît le déterminant antigénique après sa présentation par les CPA à travers le CMH2. Troisièmement, LT8 reconnaît le déterminant antigénique après sa présentation par les CPA à travers le CMH2 et je vous laisse lire la suite. Et vous voyez bien que si on ne comprend pas ces termes, il sera très difficile de faire le bon choix. Alors rappelons comment se fait la reconnaissance de l'antigène pour trouver la bonne réponse. Commençons d'abord par un petit rappel très simplifié sur les cellules immunitaires. D'abord on a le polynucléaire, on l'a appelé ainsi parce qu'on a cru qu'il a plusieurs noyaux, mais en réalité il s'agit d'un seul noyau avec plusieurs lobes. Ensuite on a le monocyte macrophage, alors la cellule qui se trouve dans le sang qu'on appelle monocyte, quand elle va quitter le sang vers un organe, elle se transforme en macrophage. Et ensuite, on a la cellule dendritique. Alors, il a certains prolongements qui rappellent les dendrites des cellules nerveuses, des neurones. Et enfin, on a les lymphocytes. Alors, polynucléaires, monocytes macrophages et cellules dendritiques forment ce qu'on appelle les cellules présentatrices de l'antigène, CPA, qu'on trouve dans la question. Intéressons-nous maintenant aux lymphocytes. Classification simplifiée des lymphocytes. D'habitude, au baccalauréat, on subdivise les lymphocytes en deux types, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors pourquoi B, pourquoi T? Commençons avec B. Le lymphocyte B, c'est un globule blanc qui se forme dans la moelle osseuse et qui devient mature dans la moelle osseuse également. Et la moelle osseuse en anglais, elle commence avec B, d'où la lettre B. Chez les oiseaux, les lymphocytes B deviennent matures dans un organe qu'on appelle les bourses de Fabricius, d'où la lettre B également. Pour le lymphocyte T, c'est un globule blanc qui se forme dans la moelle osseuse mais qui devient mature dans un organe qu'on appelle le thymus, d'où la lettre T. Et les lymphocytes T sont eux-mêmes subdivisés en deux types, le lymphocyte T4 et le lymphocyte T8. Alors sur quelle base on a subdivisé les lymphocytes T en T4 et T8? On va voir. Voyons comment chaque type de lymphocyte reconnaît l'antigène et commençons avec les lymphocytes B. Le lymphocyte B est caractérisé par ce qu'on appelle des immunoglobulines M attachées à sa membrane cytoplasmique et des immunoglobulines D de type D. Alors ces immunoglobulines IgM et IgD sont responsables de la reconnaissance directe de l'antigène en reconnaissant ou bien en s'attachant à un déterminant antigénique particulier. Et donc le lymphocyte B reconnaît un déterminant antigénique particulier spécifique de l'antigène grâce à ses immunoglobulines membranaires IgM et IgD. Et donc il peut reconnaître tout seul l'antigène directement. Pour le lymphocyte T4, il est caractérisé par un récepteur qu'on appelle TCR, le récepteur des cellules T, ou bien le récepteur T. Il est caractérisé également par ce qu'on appelle un marqueur CD4, c'est une protéine membranaire. Le récepteur T peut reconnaître un déterminant antigénique, c'est-à-dire une petite partie de l'antigène qui est présentée par les molécules de CMH2, le complexe majeur d'histocompatibilité de type 2. Et ce CMH2, il est attaché à la membrane d'une cellule présentatrice de l'antigène, une CPA.
Donc la CPA, la cellule présentatrice de l'antigène, va phagocyter l'antigène, il va couper en petits fragments et va présenter ce fragment, c'est-à-dire le déterminant antigénique, au lymphocyte T4. Et donc le lymphocyte T4 utilise son récepteur T, ou bien TCR, et son marqueur CD4 pour reconnaître le déterminant antigénique associé au CMH2, présenté par une cellule présentatrice de l'antigène. Et on a dit que les CPA peuvent être une cellule dendritique, un polynucléaire, un macrophage, etc. Enfin, pour le lymphocyte T8, il est également caractérisé par le récepteur T, le TCR, un marqueur différent appelé CD8, le marqueur CD8. Le récepteur T peut reconnaître également le déterminant antigénique, mais cette fois présenté par les molécules de CMH1. Et les molécules de CMH1, ils sont toujours membranaires, attachées à la membrane d'une CPA, d'une cellule présentatrice de l'antigène. Et de la même manière, la CPA va digérer l'antigène, il va couper en petits fragments et va présenter ces fragments, ces déterminants antigéniques au lymphocyte T8. Et donc on peut dire que le lymphocyte T8 utilise également son récepteur T, TCR, et son marqueur CD8 pour reconnaître le couple déterminant antigénique associé au CMH1, présenté bien sûr par une cellule présentatrice de l'antigène. Et vous voyez que T4 et T8 ont besoin d'une cellule présentatrice de l'antigène, alors que le lymphocyte B, non, il n'a pas besoin de cellule présentatrice de l'antigène, puisqu'il peut reconnaître directement l'antigène. En tenant compte de ce qu'on vient de dire, vous allez voir qu'il est plus facile de choisir la bonne réponse. Alors commençons par la suggestion 1. Vous trouvez LB, c'est-à-dire le lymphocyte B, qui reconnaît CPA à travers le CMH1. C'est faux, puisqu'on a dit que le lymphocyte B n'a pas besoin ni de CPA ni de CMH1. Et donc déjà, ça va nous permettre d'éliminer la proposition A et la proposition D. Alors pour la suggestion 2, LT4 reconnaît le déterminant antigénique après sa présentation par les CPA à travers le CMH2. Tout paraît correct dans cette phrase. Or, on trouve que B et C ne contiennent pas la suggestion 2. Donc on va éliminer B et C. Pour la suggestion 3, on a LT8 avec CMH2. C'est faux, le LT8 ne reconnaît pas CMH2. Donc on va éliminer 3. 4, LT4 reconnaît CMH1. C'est faux. Donc LT4 reconnaît CMH2 et non pas CMH1. Donc on va éliminer 4. Et donc il va nous rester à la fin E, 2 et 5. Mais vérifions pour 5. LT8 reconnaît le déterminant antigénique après sa présentation par les CPA à travers le CMH1. Là aussi, tout paraît correct dans cette phrase. Et donc on va garder E, 2 et 5. Donc pour la question Q9, on va choisir la dernière proposition qui est E, 2 et 5. Question Q10. Dans la réponse allergique, la phase de sensibilisation est liée à l'activation de A. LT8 qui se transforme en LTC, sécrétant la perforine et les granzymes qui détruisent les cellules dendritiques. B. LB, lymphocyte B, qui se transforme en plasmocyte, sécrétant les IgE qui se fixent sur les mastocytes. C. LB qui se transforme en plasmocyte, sécrétant les IgE qui se fixent sur les cellules dendritiques et ainsi de suite. Et vous voyez là aussi qu'il y a pas mal de termes qu'il faut bien comprendre si on veut répondre à la question. Alors, un petit rappel sur la réponse allergique. Alors, tout commence avec l'entrée d'un allergène, un antigène qui cause l'allergie chez certaines personnes. Alors, durant le premier contact, l'allergène il va entrer, il va être reconnu par une CPA, une cellule présentatrice de l'antigène, qui va le phagocyter et va présenter ses déterminants antigéniques au lymphocyte T4. D'autre part, l'allergène va être reconnu par un lymphocyte B directement grâce aux IgM et IgD. Et là, il y a une coopération entre les lymphocytes T4 et les lymphocytes B, surtout avec les interleukines.
Donc on ne va pas entrer dans les détails de la réponse immunitaire, vous pouvez vous reporter au cours de l'immunologie. Alors là, le lymphocyte B activé, il va produire les IgE, les immunoglobulines de type E et non pas les IgG qui sont neutralisants. Alors normalement, les personnes normales, ils vont produire les IgG qui vont neutraliser l'allergène. Il n'y aura pas de réaction allergique. Alors que chez ces individus allergiques, ils vont produire IgE. Que vont faire les IgE? Ils vont s'attacher à des cellules particulières qu'on appelle les mastocytes. Il y a également les basophiles. Donc les mastocytes contiennent des récepteurs spécifiques aux IgE. Alors jusqu'ici, on a ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. Maintenant, la personne, elle est sensibilisée. Elle peut développer une réaction allergique à condition qu'il y a un deuxième contact avec l'allergène. Donc si l'allergène entre une deuxième fois, il va s'attacher aux IgE qui sont déjà fixés sur le mastocyte et ça va entraîner la dégranulation, c'est-à-dire la libération de l'histamine contenue dans les vésicules du mastocyte. Alors il y a l'histamine, mais il y a d'autres produits bien sûr, les leucotriènes, les prostaglandines, etc. Et donc l'activation du mastocyte va libérer ces molécules qui vont entraîner les symptômes de l'allergie, soit l'asthme, soit la rhinite allergique, etc. Ça, c'est la phase d'activation ou bien la phase de déclenchement. Voyons quelle est la bonne réponse. La question Q10, dans la réponse allergique, la phase de sensibilisation est liée à l'activation 2. Donc la question concerne uniquement la phase de sensibilisation. Suggestion A, vous voyez qu'il y a LT8 qui se transforme en LTC qui sécrète perforine et granzymes et détruisent les cellules dendritiques. Rien de cela n'est observé dans la réponse allergique. Ça, c'est l'immunité à médiation cellulaire, la réponse immunitaire normale. Donc A est fausse. De même, D, vous trouvez LT8, LTC, perforine, granzymes, c'est également faux. Pour C, vous voyez qu'on nous dit IgE qui se fixe sur les cellules dendritiques. Or, on a dit que IgE se fixe sur les mastocytes et les basophiles. Donc C est fausse. De même, vous lisez ici dans la proposition E ou bien la suggestion E, vous avez les IgG qui se fixent sur les cellules dendritiques. On n'a ni IgG ni fixation sur les cellules dendritiques. Donc E est fausse. Et par conséquent, la seule réponse vraie, c'est B. Donc on va garder la suggestion B. Donc pour la question Q10, vous devriez choisir B. C'est la bonne réponse. Question Q19. Un laboratoire d'analyse effectue la réaction immunitaire suivante. Première étape, sur une lame de verre, on dépose une goutte de sérum dans chacune des cases. Case 1, sérum d'un animal atteint de la mononucléose infectieuse. C'est une maladie virale. Case 2, sérum d'un animal non atteint. Case 3, sérum de Monsieur A. La deuxième étape, on ajoute dans chacune de ces cases la même quantité d'hématies de cheval infecté par le virus de la mononucléose et présentant des antigènes du virus à leur surface. Troisième étape, on observe la lame afin de rechercher si les hématies de cheval ont été agglutinées par les anticorps du sérum. L'agglutination correspond à la formation de complexes immuns. À partir des résultats précédents, on peut dire que voici les résultats de l'observation microscopique et voici les 5 suggestions. Alors A par exemple, l'agglutination des hématies de cheval dans la case 3 résulte d'une réaction immunitaire dont les cellules effectrices sont les lymphocytes T cytotoxiques, etc. Je vous laisse lire les autres suggestions. Essayons d'abord de comprendre l'expérience avant de répondre. Dans la première étape, on nous dit que sur une lame de verre, on dépose une goutte de sérum dans chacune des cases. Donc on a 3 cases, 3 trous si vous voulez. Dans la première case, on va déposer du sérum d'un animal atteint de la maladie, de la mononucléose. Dans la deuxième case, le sérum d'un animal non atteint. Et dans la troisième, le sérum de Monsieur A. Alors je rappelle que le sérum, c'est le plasma, c'est le liquide du sang
débarrasser des facteurs de coagulation qui ne contiennent pas le fibrinogène et les ions calcium. Ensuite, on va ajouter dans chaque case des globules rouges, c'est-à-dire des hématies, des globules rouges de cheval infectés par le virus de la mononucléose. Et donc, ils vont présenter l'antigène du virus. Voici les résultats observés au microscope. Dans la case 1 qui contient le sérum d'un animal atteint de la maladie, on voit des hématies agglutinées. Et là, on a un schéma interprétatif de l'agglutination des hématies. Comment se fait cette agglutination? Dans la case 3, qui contient le sérum de Monsieur A, on observe également des hématies agglutinées. Alors que dans la case 2, on a des hématies non agglutinées, c'est-à-dire qui ne sont pas attachées les unes aux autres. Et vous devriez savoir, et vous le voyez d'après le schéma interprétatif, l'agglutination est due à des anticorps de type IgG qui se fixent sur l'antigène. Et l'antigène ici, c'est les globules rouges de cheval qui présentent l'antigène du virus. Donc les immunoglobulines G, ou bien les anticorps plus les antigènes, ils forment ce qu'on appelle le complexe immun. Donc chez Monsieur A, il y a également des IgG qui ont formé le complexe immun. Et donc la présence des IgG, des anticorps, ou bien des immunoglobulines G dans le sérum de Monsieur A, il prouve que Monsieur est atteint. Monsieur A est atteint de la maladie. Après ce petit rappel sur l'agglutination des hématies, il devient assez simple de répondre à la question. Et je vais commencer avec la suggestion 1. L'agglutination des hématies de cheval dans la case 3 résulte d'une réaction immunitaire dont les cellules effectrices sont les lymphocytes T cytotoxiques. Alors, est-ce qu'on a dit que les lymphocytes T cytotoxiques interviennent dans l'agglutination? Pas du tout. L'agglutination est due à des anticorps de type IgG qui seront produits par les lymphocytes B après leur différenciation en plasmocytes. Donc, on va éliminer A. Autre suggestion qu'on peut facilement éliminer, c'est C. Monsieur A n'est pas atteint de mononucléose. Or, on a trouvé que son sérum contient des IgG, c'est-à-dire qu'il est malade, qu'il est atteint de la maladie. Même chose pour D et même chose pour E. Et donc, la seule suggestion qui est correcte, c'est B. Alors, vérifions. Les hématies de cheval dans la case 3 ont été agglutinées suite à la fixation des antigènes du virus de la mononucléose par des anticorps spécifiques. Tout est vrai dans cette phrase. Ainsi, la bonne réponse pour la question Q19 est la réponse B. Question Q20. Le document ci-contre présente la réponse immunitaire contre le VIH. Le VIH, c'est-à-dire le virus du sida. Alors, parmi les suggestions suivantes, il y a deux suggestions vraies concernant l'analyse de ce graphique. Alors, vous avez les quatre suggestions. À vous de choisir les deux suggestions vraies. Voici les 5 réponses possibles. Est-ce que vous allez choisir A, 1 et 2, ou bien 1 et 4, B, ou bien 1 et 3, C, ou bien 3 et 4, D, ou enfin 2 et 4, c'est-à-dire E. Analysons les 4 suggestions en relation avec le document. Dans la première suggestion, on lit l'augmentation du nombre de LT8. Et dans le document, on voit effectivement qu'il y a une augmentation du nombre de lymphocytes T8 au début de l'infection. Mais à la fin de la phrase, on lit une immunité humorale. Or, les LT8 interviennent dans l'immunité à médiation cellulaire et non pas humorale. Donc, on va éliminer la suggestion 1. Dans la suggestion 2, on a les lymphocytes T8 sont des LTC détruisant les LT4 infectés. Alors, si vous vous rappelez votre cours sur le sida, les LT4 infectés vont jouer le rôle de cellules présentatrices de l'antigène. Ils vont présenter un déterminant antigénique du VIH grâce à leur CMH1. Ils vont le présenter aux lymphocytes TC, lymphocytes T cytotoxiques. Les TC contiennent des vésicules riches en perforine et en granzymes. Ils vont les utiliser pour attaquer les LT4 infectés et ainsi ils vont contribuer à la diminution du nombre de LT4 dans le sang.
Mais ici, il y a un petit problème. On nous dit les LT8 sont des LTC détruisants. Ce qu'on sait, c'est que les LT8, ils vont être activés et ils vont se différencier en LTC. Donc, est-ce qu'on peut dire que les LT8 sont des LTC? Bon, la question peut être posée. Passons à la troisième suggestion. Le VIH reste présent et inactif. Et on voit dans le document que la quantité de charge virale reste presque constante. Alors je rappelle, entre parenthèses, que la charge virale, c'est la quantité de virus dans le sang, pour être simple, une définition simple. Car le nombre de LT8 reste important. Alors ce car, il veut dire que le nombre de LT8 reste important, c'est la cause, et le VIH reste présent et inactif, c'est la conséquence. Mais ce qu'on sait, c'est que les LT8 ne s'attaquent qu'aux cellules infectées par le VIH. Ils ne s'attaquent pas au VIH libre, au virus libre dans le sang. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation de cause à effet? La question peut être posée. La dernière suggestion, la diminution du nombre de LT8. Effectivement, on voit qu'il y a une diminution du nombre de lymphocytes T8 est la conséquence d'une immunodéficience, c'est-à-dire une diminution de l'immunité. La phrase paraît correcte. Et donc la difficulté c'est entre 2 et 3, mais personnellement je vais choisir 2. Donc c'est 2 et 4. Donc pour la question Q20, la réponse correcte serait E, c'est-à-dire 2 et 4. Alors certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur les astuces du concours de SVT. Malheureusement, je ne voudrais pas vous mentir, les SVT, c'est pas comme les maths. Dans les SVT, il y a autant d'astuces que de questions. Et puisqu'il y a une infinité de questions, il y a une infinité d'astuces. Mais la seule astuce, si on peut l'appeler astuce, c'est d'avoir bien compris les termes de la question et d'éliminer les fausses suggestions l'une après l'autre jusqu'à ce que vous trouviez la bonne suggestion. Je vous souhaite bon courage.